Ma sœur et moi étions diplômés ensemble, mais mes parents n'ont payé que pour elle. Elle le méritait, toi non. Ils sont venus à la cérémonie, mais leurs visages ont blêmi quand. Assis au premier rang de l'amphithéâtre de l'université de Franche-Comté, ici à Besançon, mes parents avaient l'air si fiers. Ils rayonnaient, prêts à voir leurs 2 enfants recevoir leur diplôme. Ma sœur jumelle, Coralie, était à côté de moi, ajustant sa toque. Mes parents avaient payé pour elle. Chaque centime. Son loyer dans un appartement neuf, ses frais de scolarité, sa vie sociale. Quand j'étais désespérée, quand il me manquait 1500 € pour payer ma propre inscription et éviter l'expulsion, ils m'ont dit de me débrouiller. Les mots exacts de ma mère résonnaient encore dans mon crâne, elle le méritait, Coralie. Toi non. Ils pensaient être ici pour une simple cérémonie. Ils pensaient juste regarder leurs enfants recevoir un morceau de papier. Ils n'avaient aucune idée que j'allais être appelée sur scène en premier. Ils ne savaient pas que le doyen de la faculté s'apprêtait à raconter à tout l'auditorium ma véritable histoire. L'histoire d'un étudiant qui avait réussi, qui était devenu major de sa promotion, sans absolument aucun soutien financier de sa famille. Je les regardais chuchoter et se sourire l'un à l'autre. Monique, ma mère, dans sa belle robe bleue. Gérard, mon père, dans son costume du dimanche. Ils n'avaient aucune idée que leur petite trahison silencieuse, leur favoritisme cruel, était sur le point d'être exposé publiquement. J'étais assis là. J'attendais. Leur visage allait bientôt devenir livide. Avant de plonger dans les détails de cette histoire, assurez-vous de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour moi. Et dites-moi dans les commentaires depuis quel coin du monde vous m'écoutez. Je suis curieux de savoir où cette histoire voyage, et quelle heure est-il actuellement chez vous? Nous, à l'extérieur, nous ressemblions à la famille parfaite. Le genre de famille que les gens envient. Nous vivions dans une jolie maison à Dole, dans le Jura. Une rue propre, une petite clôture blanche, une pelouse que mon père tondait chaque samedi. Ma mère plantait des géraniums rouges près de la boîte aux lettres. Nous prenions une photo de famille pour la carte de Noël chaque année. Sur ces photos, nous portions tous des pulls assortis. Mes parents souriaient. Coralie et moi sourions aussi. Nous avions l'air parfait. Mais si vous regardiez de près, vraiment de près, vous l'auriez vu. C'était dans les petites choses. Quand nous étions assis sur le canapé pour regarder la télévision, la main de ma mère se posait toujours sur l'épaule de Coralie. Elle atterrissait là, comme un papillon. Elle n'atterrissait jamais sur la mienne. Quand mon père rentrait du travail, ses yeux s'adoucissaient quand Coralie courait vers lui. Il la soulevait dans les airs. Quand je venais pour un câlin, sa main tapotait ma tête. Juste une petite tape rapide. Salut, Bastien, disait-il. Sa voix était gentille, mais elle était fatiguée. Pour Coralie, elle n'était jamais fatiguée. Coralie et moi étions jumeaux. Nés à 4 minutes d'intervalle. J'étais l'aîné. Mais ces 4 minutes s'étaient transformées en un abîme. C'était comme si nous étions nés dans la même maison, mais que nous avions grandi dans des familles différentes. Coralie était la fleur. J'étais le cactus. Ce n'était pas un choix. C'était un rôle qu'on m'avait assigné. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais 7 ans. Je faisais du vélo dans l'allée et j'ai dérapé sur le gravier. Je suis tombé lourdement. Mon menton a heurté le bitume. Une douleur fulgurante, puis le goût chaud et métallique du sang. J'ai porté ma main à mon menton et quand je l'ai regardée, elle était couverte de rouge. J'ai couru à l'intérieur, en pleurant, laissant une petite traînée de gouttes sur le carrelage de la cuisine. Ma mère, Monique, était à l'évier. Elle s'est retournée, et son visage s'est durci. Pas d'inquiétude. Juste de l'agacement. Oh, Bastien, soupira-t-elle. Regarde-moi cette saleté. Tu mets du sang partout. Elle a attrapé un torchon propre et me l'a tendu. Va à la salle de bain. Nettoie-toi. Et ne tâche pas le tapis. Ça fait mal, maman, j'ai sangloté. Je sais que ça fait mal, dit-elle, sa voix plate. Tu es un garçon, Bastien. Tu es solide. Tu vas t'en remettre. Allez, va.
Je suis allé dans la salle de bain, seul. Je me suis assis sur le bord de la baignoire. J'ai regardé mon reflet. La coupure était profonde. J'ai pris le flacon d'alcool à 90 degrés dans l'armoire à pharmacie. Je savais ce que je devais faire. J'ai serré une serviette entre mes dents et j'ai versé l'alcool sur la plaie. La douleur était aveuglante. J'ai étouffé un cri dans la serviette. J'ai trouvé les pansements et j'ai fait de mon mieux pour refermer la peau. Je l'ai fait moi-même. J'étais solide. Je devais l'être. 2 semaines plus tard, Coralie était assise sur le canapé. Elle avait un rhume. Elle a juste reniflé. Un tout petit reniflement. Ma mère l'a entendu depuis la cuisine. Elle a tout lâché. Elle a accouru avec une couverture, une bouillotte, et un verre de jus d'orange chaud. Elle s'est assise à côté de Coralie et a enroulé la couverture autour d'elle. Oh, ma pauvre chérie, a-t-elle roucoulé en lui caressant les cheveux. Ça va? Tu as besoin de quelque chose? Un oreiller? Coralie a reniflé à nouveau. J'ai la tête qui tourne un peu. Ma mère a posé sa main sur le front de Coralie. Tu es brûlante. Elle ne l'était pas, Gérard, a-t-elle appelé mon père. Coralie est malade. Nous devons la surveiller. Mon père est sorti de son bureau, l'air inquiet. Qu'y a-t-il, ma princesse? Je suis restée dans l'embrasure de la porte, regardant la scène. Mon menton avait encore une croûte gonflée. Je n'avais pas eu de couverture. Je n'avais pas eu de jus d'orange ni de câlin. J'avais eu un torchon et une corvée. Coralie avait un rhume et l'attention totale de 2 parents. C'était comme ça tout le temps. Mon effort était attendu. Le sien était un cadeau. La cicatrice sous mon menton est toujours là aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la cicatrice de la chute. C'est la cicatrice de la première fois où j'ai compris que si je saignais, je devrais m'arrêter de saigner tout seul. Et cette leçon allait définir le reste de ma vie. Cette dynamique nous a suivis tout au long du collège. Les règles pour Coralie étaient douces, comme des oreillers. Les règles pour moi étaient dures, comme des pierres. Quand les bulletins de notes arrivaient, c'était la même comédie. Je ramenais un 18 barblique 20 de moyenne. Mon père y jetait un œil. 18? Et pourquoi pas 19, Bastien? Tu as baissé en histoire. Tu dois t'appliquer davantage. Coralie ramenait un décembre 2020. Mon père lui tapotait la tête. C'est bien, ma chérie. Papa sait que tu as fait de ton mieux. Nous sommes si fiers de tes efforts. J'avais envie de crier. J'avais 5 points de plus. J'avais travaillé dur, moi aussi. Mais je ne disais rien. Je pliais mon bulletin et le mettais dans mon sac. J'avais appris que mon meilleur n'était pas aussi bon que la moyenne de Coralie. Puis, à 15 ans, j'ai gagné un petit concours de programmation régionale. J'avais passé des mois dessus, apprenant seul le C++ dans ma chambre. J'étais incroyablement fière. C'était la première chose que je gagnais. Lors du dîner, j'ai annoncé la nouvelle. J'ai gagné le concours de programmation du lycée. Mon père a levé un sourcil. Ah! C'est bien. Avant que je puisse en dire plus, Coralie a pris la parole, avec son sourire le plus doux. Oh, c'est ce projet dont parlait ton ami Thomas? Il m'a dit que c'était un projet de groupe, et que tu avais juste eu de la chance sur la présentation finale. C'est mignon. Le visage de mes parents s'est immédiatement fermé. Ah, un projet de groupe, a dit ma mère, comme si cela annulait tout. Eh bien, félicitations quand même. Ma fierté s'est évaporée. J'ai regardé Coralie. Elle me souriait, un petit sourire en coin que mes parents ne pouvaient pas voir. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle ne pouvait pas supporter que la lumière soit sur moi, même pour une seconde. Elle devait rester la seule fleur. L'apothéose fut notre 16e anniversaire. Nous étions jumeaux, mais les cadeaux étaient tous sauf égaux. Coralie a reçu un scooter 50cc. Un beau Piaggio rose bonbon, tout neuf. Mon père l'a fait rouler dans le jardin et tout le monde a applaudi. Puis mon père a roulé mon cadeau. C'était son vieux VTT. Le sien. Il l'avait repeint lui-même. En vert kaki.
La peinture était encore collante par endroits. On l'a remis à neuf pour toi, fiston, dit-il, souriant comme s'il avait fait quelque chose de génial. Il est comme neuf. Je regardais la peinture épaisse et dégoulinante. Je regardais le scooter neuf de Coralie. Je regardais mon vélo collant. Merci, ai-je murmuré. Ma gorge était serrée. Qu'est-ce qui ne va pas, Bastien? Demanda ma mère, sa voix déjà tranchante. Sois reconnaissant. Certains enfants n'ont même pas de vélo. J'ai hoché la tête. Je le suis. Merci. Coralie a parcouru tout Dole avec son scooter. J'ai laissé le vélo vert kaki dans le garage. Je marchais à pied. À ce moment-là, j'ai arrêté d'essayer de concourir. C'était une course que je ne pouvais pas gagner. J'ai compris que j'étais seule. Au lycée, j'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit d'eux. J'ai arrêté de demander de l'aide, de nouveaux vêtements, ou même qu'ils viennent à mes rares compétitions d'échecs. C'était plus facile de tout faire moi-même que d'affronter le « non » silencieux ou le soupir agacé. Je savais que j'étais seule, alors je me suis concentrée sur ce que je pouvais contrôler. Je travaillais. J'ai trouvé un emploi à l'Intermarché local, de 22h à 3h du matin, à remplir les rayons. C'était épuisant, mais chaque euro gagné était à moi. Je l'ai mis sur un petit compte bancaire que mes parents ne connaissaient pas. C'était mon argent. C'était ma voie de sortie. Pendant ce temps, Coralie vivait une vie différente. Elle allait faire du shopping avec ses amis. Maman m'a passé sa carte, disait-elle en montrant une nouvelle robe. Je comptais mes maigres gains de la nuit. 40 euros. Assez pour 2 semaines de repas si je faisais attention. À l'approche du baccalauréat, la question de l'orientation s'est posée. Coralie a choisi « gestion d'événements ». C'était parfait pour elle. C'était social, c'était joli. Moi, j'ai choisi « sciences des données et cyber-enquête ». Tout le monde pensait que je choisissais cela pour l'argent ou parce que j'étais intelligent. Ce n'était pas la vraie raison. La vérité, c'est que je l'ai choisi parce que j'étais obsédée par la logique. Dans ma famille, la vérité était subjective. La vérité était tordue par les émotions. Coralie a besoin de nous était leur vérité, même si c'était injuste. Bastien est fort était leur vérité, même si j'étais en train de m'effondrer. Les émotions mentaient. Les gens mentaient. Mais les données, elles, ne mentent pas. Un zéro est un zéro. Un 1 est un 1. Une transaction financière existe ou elle n'existe pas. Un fait est un fait. J'étais fatiguée des zones grises. J'étais fatiguée des « mais » et des « parce que ». Je voulais des faits. Je voulais des certitudes. Mon monde familial était un chaos de sentiments injustes, mon monde académique serait un bastion de logique froide et implacable. C'était mon encre. C'était ma rébellion silencieuse. Nous avons tous les deux postulé à l'université de Franche-Comté, à Besançon. C'était à seulement 45 minutes de route de Dole. Assez proche pour qu'il puisse la voir, assez loin pour que je puisse disparaître. Nous avons tous les deux été acceptés. Coralie dans son programme facile, moi dans le mien, très sélectif. Pendant une seconde, juste un instant, quand nous avons ouvert les lettres, nous étions égaux. Nous allions tous les deux à l'université. Maman m'a même serré dans ses bras. Mes 2 bébés à l'université, dit-elle, les yeux humides. Je suis si fière. Cette fierté a duré environ 3 jours. Jusqu'à la nuit où j'ai entendu la conversation. Je passais devant la chambre de mes parents pour aller aux toilettes. Leur porte était entr'ouverte. J'ai entendu mon nom. Je me suis arrêtée. J'aurais dû continuer. Je regrette de ne pas l'avoir fait. La voix de mon père, Gérard, était basse. Les frais de scolarité pour 2, Monique, ça va être beaucoup. C'est bon, dit ma mère. Nous paierons l'université de Coralie en totalité. Son appartement, ses frais. C'est ce que nous avons toujours prévu. Nous avons l'épargne pour ça. Il y eut une pause. Un long silence froid. Et Bastien, demanda mon père. Et puis ma mère a dit les mots qui ont brisé la dernière partie de moi qui espérait encore. Oh, Bastien est malin, Gérard. Il se débrouillera.
Il a son travail à l'Intermarché. Il a sûrement des économies. Il en a toujours. Mon père a accepté. Tu as raison. Il est indépendant. Il est fort. Il n'a pas autant besoin de nous que Coralie. Coralie, elle a besoin de nous. Bastien s'en sortira. Je suis restée là. Je serrais le cadre de la porte. Je tremblais tellement que je pensais que mes dents allaient claquer. Ma force. Mon indépendance. Ce n'était pas des compliments. C'était ma punition. C'était leur justification pour m'abandonner. Ils utilisaient mon travail acharné comme une excuse pour ne rien me donner. Quelques jours plus tard, ils ont organisé la réunion financière. Assis à la table de la cuisine. Les enfants, commença mon père, l'air mal à l'aise. Nous avons regardé les coûts et nous voulons être justes. J'ai failli rire. Juste? Coralie, dit ma mère en lui souriant, nous allons payer l'intégralité de tes études, ton logement et tes frais de vie. Coralie poussa un cri de joie. Oh mon Dieu! Merci! Merci! Puis ma mère s'est tournée vers moi. Son sourire était différent. Petit. Serré. Bastien. Nous savons à quel point tu es responsable. Et nous sommes si fiers de tout ce que tu as économisé. Nous pensons que c'est important pour toi d'apprendre la valeur de l'éducation en y investissant toi-même. C'est une leçon de vie. Elle faisait passer cela pour un cadeau. Pour une opportunité. Je regardais mon père. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Il étudiait une tâche sur la nappe. Je regardais Coralie. Elle textait déjà ses amis, mes parents paient mon appart à la rentrée. Elle n'avait même pas remarqué la différence. D'accord, j'ai dit. Ma mère parut surprise. C'est tout? D'accord? Oui. D'accord. Vous avez raison, dis-je en me levant. Je suis responsable. Je suis indépendant. Je vais me débrouiller. Oh, Bastien, chéri, nous savions que tu comprendrais, dit maman, soulagée. Je comprends parfaitement, ai-je dit. C'est incroyable, n'est-ce pas? Utiliser ma propre éthique de travail contre moi. C'était une trahison financière et émotionnelle. Je veux savoir ce que vous en pensez. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous crié? Pleuré? Ou auriez-vous fait comme moi? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis sortie de la pièce. Le mensonge était enfin terminé. Il n'avait qu'une seule enfant. Et puis, il y avait moi. L'université a scindé nos vies en deux. La ligne de démarcation était nette et tranchante. C'était la ligne entre l'enfant qui recevait tout et celui qui ne recevait rien. La vie de Coralie était ce qu'on voit dans les films. Mes parents ont conduit 45 minutes de Dole à Besançon pour l'aider à emménager. Ils lui avaient loué un studio lumineux de 25 mètres carrés près du centre-ville. Ils lui ont acheté un MacBook neuf, un mini-frigo. Ils ont passé tout le week-end à décorer, à accrocher des guirlandes lumineuses. Elle s'est inscrite dans une association étudiante. Sa page Facebook était remplie de photos de soirées, de nouveaux amis, de verres en terrasse. Elle recevait 150 € par semaine d'argent de poche. Ma vie était invisible. Je me suis installée seule dans une chambre de bonne, de 9 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur d'un vieil immeuble du quartier battant. C'était le seul endroit que je pouvais me permettre, 200 € par mois. La peinture s'écaillait, le robinet fuyait, et les toilettes étaient sur le palier, à partager. Je n'avais pas de frigo. Je n'avais pas de MacBook. J'avais mon vieux PC fatigué. Je ne pouvais pas me payer le restaurant universitaire tous les jours. Je vivais de pâte au beurre et d'œufs durs. Mes parents venaient voir Coralie chaque week-end. Ils lui apportaient des plats cuisinés, récupéraient son linge sale pour le laver à Dole, et l'emmenaient dans de bons restaurants. Ils ne sont jamais venus voir ma chambre de 9 mètres carrés. Pas une seule fois. Tu devrais passer voir Bastien, leur disait parfois Coralie. Oh, il est sûrement occupé, répondait ma mère. Il se débrouille. Je me débrouillais. J'avais trouvé un emploi au service d'assistance informatique de l'université, 15 heures par semaine. Ce n'était pas assez. Alors j'ai pris un deuxième emploi, de nuit,
au Carrefour City, pour mettre en rayon. Quand Coralie me voyait sur le campus, c'était comme si elle regardait un visiteur d'un autre monde. Elle était avec ses amis, riant, bien habillée. J'étais en vieux jean et sweat à capuche, mon sac à dos lourd de livres d'occasion. « Bastien !» criait-elle. « Je ne te vois jamais. Tu as l'air fatigué. Tu devrais vraiment mieux gérer ton temps. » Gérer mon temps. Elle n'avait aucune idée. Je suis super occupée aussi, disait-elle, avec mes soirées de BDE, mais je trouve quand même le temps de dormir. Tu dois juste établir des priorités. Je me contentais de sourire. Tu as raison. Je vais essayer. Chaque photo qu'elle postait d'un cocktail ou d'un week-end détente, je la prenais comme une gifle. Chaque fois que ma mère m'appelait et disait « Tout va bien » et que je répondais « Bien », elle disait « Super ». Oh, devine quoi? On vient d'envoyer de l'argent à Coralie pour son voyage de ski. J'étais alimentée par une colère froide et propre. Elle brûlait constamment. J'étais dans la même université qu'elle, mais nous n'aurions pas pu être sur des planètes plus différentes. Et je n'avais aucune idée à quel point elle pouvait être cruelle. La deuxième année a commencé, et la pression financière s'est accentuée. Les frais d'inscription avaient augmenté de 3%. Mon propriétaire avait augmenté mon loyer de 10 €. Chaque centime comptait. J'avais enfin une opportunité. Un petit projet de support informatique pour un laboratoire de l'université. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était 500 €. 500 € qui couvriraient mes manuels pour l'année et me donneraient un peu d'air. Il me suffisait de faire une petite présentation de mes compétences au gestionnaire du laboratoire. La veille de la présentation, Coralie est passée dans ma chambre de bonne. C'était la première fois qu'elle venait. « Waouh » dit-elle en regardant autour d'elle. « C'est petit. Vraiment petit. Tu vis vraiment ici ? C'est triste. » Elle s'est assise sur mon lit, se plaignant. Ses amies étaient fausses, son dernier cours ennuyeux, et elle n'en pouvait plus de sa Twingo, elle voulait une voiture plus récente. Elle se plaignait du fait que mes parents ne lui donnaient que 150 € par semaine. Ce n'est pas assez pour vivre à Besançon, disait-elle. Je travaillais sur mon unique ordinateur portable, un vieux Dell reconditionné que j'avais acheté avec mes économies de l'Intermarché. Il était lent, mais il contenait toute ma présentation. Je dois aller aux toilettes, ai-je dit. Sur le palier. Je reviens. D'accord, dit-elle en sortant son téléphone. Je me suis absentée peut-être 3 minutes. Quand je suis revenue, la scène était catastrophique. Coralie était debout, l'air paniqué. Une grande bouteille d'eau d'1 litre, qu'elle avait apportée, était renversée sur mon bureau. L'eau avait entièrement recouvert mon ordinateur portable. « Oh mon Dieu, Bastien !» cria-t-elle, les mains devant la bouche. « Je suis tellement désolée. J'ai voulu attraper mon téléphone et j'ai tout renversé. Je suis si maladroite. J'ai arraché l'ordinateur. » L'écran a clignoté, puis est devenu noir. Complètement noir. J'ai essayé de le rallumer. Rien. Il était mort. Ma présentation était morte. Je suis désolée, répétait-elle. Mais je voyais quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas de la panique. C'était de la satisfaction. J'ai perdu le contrat de 500 €. J'ai dû supplier l'université de m'accorder un délai pour rendre mes devoirs. Et j'ai dû utiliser l'argent que j'avais économisé pour mes frais de scolarité afin d'acheter un autre ordinateur d'occasion. Cet accident m'a mis dans une situation financière impossible. Ce n'était pas un accident. Je le savais. Elle le savait. Elle ne supportait pas l'idée que je puisse avoir 500 € qu'elle n'avait pas. Elle venait de me pousser au bord du précipice. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La perte de ces 500 €, combinée à l'achat d'un nouvel ordinateur, a créé un trou béant dans mon budget. J'ai pris du retard sur mon loyer. J'ai sauté des repas. Je mangeais du riz nature. J'avais vendu mon plasma 2 fois par semaine. J'étais un fantôme qui allait en cours.
Puis, la facture des frais d'inscription du second semestre est arrivée. Je l'ai regardée. J'ai regardé mon compte en banque. Il me manquait 1500 €. La date limite était dans 3 jours. 1500 €. C'était une montagne. C'était l'Everest. J'avais tout vendu. Je n'avais plus d'heures de travail à ajouter. J'allais être renvoyé de l'université. Après tout ça. Après le sang, la sueur, la faim. J'allais échouer à cause de 1500 €. J'ai pensé à ma promesse. Ne jamais leur demander d'aide. J'ai tenu 1 heure. La fierté est lourde, mais la peur d'échouer est une vague qui emporte tout. Je devais le faire. J'avais encore une minuscule, stupide part d'espoir. Peut-être que s'il s'agissait d'une véritable urgence, il m'aiderait. Peut-être qu'il voulait juste que j'essaie d'abord. Peut-être que si je suppliais. Mes mains tremblaient. J'ai composé le numéro de la maison à Dole. Ma mère, Monique, a répondu. Sa voix était joyeuse, légère. Bastien. Quelle surprise. On n'a jamais de nouvelles de toi. Salut maman. Ma voix était faible. Je la détestais. Alors, l'école? Tu as de bonnes notes? Coralie s'en sort si bien. Elle a eu un 14 à son partiel de marketing. On est si fiers. On pense d'ailleurs à remplacer sa Twingo pour une petite 208 neuve. Plus sûr, tu sais. Une nouvelle voiture. J'ai fermé les yeux. Maman, j'ai dit, et ma voix s'est brisée. Maman, j'ai des problèmes. Son ton a changé instantanément. La brise légère est devenue de la glace. Quel genre de problème, Bastien? Tu te drogues? Tu as mis une fille enceinte? Non. Non, maman. C'est les frais de scolarité. J'avais tellement honte. J'avais l'impression de vomir. La facture est arrivée. Il me manque 1500 €. J'ai perdu des heures de travail. J'ai juste besoin d'un prêt. Je te rembourserai. Avec intérêt. Je ne peux pas payer. Ils vont me renvoyer de mes cours. Il y eut un long silence. Je pouvais entendre la télévision en fond sonore chez elle. Un jeu télévisé. Les gens riaient. Nora, dit-elle, et sa voix était si fatiguée. C'était la voix, tu es un problème. Je ne comprends pas. Tu as 2 boulots. Où passe tout ton argent? Tu dois apprendre à gérer un budget. Je le gère, maman. J'ai un tableur Excel. Je n'achète rien. C'est juste, ce n'est pas assez. S'il te plaît. L'argent est serré, Bastien, dit-elle. La nouvelle 208. Le mensonge était si facile pour elle. Je demande juste un prêt, ai-je murmuré. Je suppliais maintenant. Je me détestais. S'il te plaît, maman. Je vais être renvoyée. Puis elle a soupiré. Un soupir de pur agacement, comme si je lui avais demandé de faire un détour. Bastien, on en a déjà parlé. Nous payons déjà pour Coralie. Elle est notre responsabilité. Nous devons la soutenir. Je suis aussi ton fils. Les mots sont sortis de moi, déchirés. Oui, dit-elle. Sa voix était soudainement très calme. Très claire. Et nous t'aimons. Mais tu es fort. Tu es indépendant. Coralie ne l'est pas. C'est comme ça. Donc, tu ne m'aideras pas? Tu dois apprendre à te tenir sur tes 2 pieds, Bastien. C'est le monde réel. Je ne pouvais plus parler. Ma gorge était nouée. Puis elle l'a dit. La phrase qui a coupé le dernier fil. Les mots que je n'oublierai jamais. Nous payons déjà pour Coralie, dit-elle, comme si elle parlait de la météo. Elle le méritait. Toi non. Le monde s'est arrêté. Elle ne l'a pas crié. Elle l'a dit comme un simple fait. Coralie le méritait. Pas moi. Bastien? Tu es toujours là? J'y étais. Mais je n'y étais plus. Tu te débrouilleras, Bastien, dit-elle, sa voix un peu plus joyeuse maintenant. Elle avait résolu le problème.
Elle m'avait donné sa réponse. Tu t'en sors toujours. Clic, elle avait raccroché. Je suis resté assis sur mon lit. Le son du robinet qui goutte dans la cuisine de l'étage était la seule chose que j'entendais. Toi non. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de colère. J'étais juste vide. Et pour la première fois de ma vie, j'ai douté de moi-même. Vraiment douté. Pendant 1 heure, j'ai sombré. Et si elle avait raison? Peut-être que je ne le méritais pas. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Coralie était solaire, sociable, aimée. Moi, j'étais silencieux, intense, toujours fatigué, toujours en train de travailler. J'étais l'ombre. Peut-être que j'étais juste, moins aimable. Peut-être que ma douleur était de ma faute. Peut-être que si j'avais été différent, plus comme elle, il m'aurait aimé aussi. Je me suis recroquevillée. J'avais froid. Cette pensée était pire que la faim, pire que l'épuisement. La pensée que j'étais, à la base, indigne d'amour. J'ai pleuré. Pas de colère. Des larmes de pure détestation de moi-même. J'étais le problème. Puis mes yeux se sont posés sur ma pile de livres. Des livres sur les structures de données, sur la cryptographie, sur l'analyse forensique. Et la logique est revenue. Comme un interrupteur. Non. Les données ne mentent pas. Fait, j'avais des 18/20. Coralie avait des décembre 2020. Fait, je travaillais 30 heures par semaine. Elle n'avait jamais travaillé un jour de sa vie. Fait, ils lui ont acheté un scooter neuf. Ils m'ont donné un vélo repeint. Fait, ils lui ont payé une université. Ils m'ont dit que je ne le méritais pas. Ce n'était pas moi le problème. Mon chagrin n'était pas de ma faute. La tristesse a disparu. La haine de moi-même s'est évaporée. Et à sa place, quelque chose de nouveau est né. Ce n'était pas de la colère chaude. C'était de la glace. Une détermination froide, pure et absolue. J'allais leur montrer. Non, j'allais me montrer. Je n'allais pas être renvoyé. Je n'allais pas échouer. Je me débrouillerais. Pas pour eux. Mais pour moi. Parce que j'étais tout ce que j'avais. J'ai essuyé mes larmes. J'ai mis mes chaussures. Je suis sorti dans la nuit. Je suis retourné à l'université. J'ai trouvé le site web pour les prêts d'urgence du Crous. Le taux d'intérêt était criminel. Je m'en fichais. J'ai signé les papiers numériquement. J'allais être endetté, mais j'allais rester à l'école. Cette nuit-là, j'ai cessé d'être leur victime. J'ai cessé d'être leur fils. L'enfant en moi est mort. Mais un enquêteur est né. Le prêt d'urgence a couvert les 1500 €. Le soulagement a duré environ 10 secondes. Puis le nouveau poids s'est installé, la dette. Je devais travailler plus. Je ne pouvais plus seulement survivre. Je devais être une machine. Je suis allé au bureau des emplois étudiants. J'ai besoin d'un autre travail. N'importe quoi. La femme a regardé mon dossier. Bastien, vous travaillez déjà 30 heures par semaine et vous suivez 35 heures de cours en filière d'excellence. C'est impossible. J'ai besoin d'un autre travail, ai-je répété. Elle a soupiré et a trouvé quelque chose. Nettoyage des laboratoires de biotechnologie. De 5h à 7h30 du matin. Avant votre premier cours de 8h. Je le prends. Mes journées sont devenues un brouillard absurde. 4h30, réveil. 5h et 7h30, vider les poubelles, laver les paillasses, passer la serpillière dans les labos. 8h et 14h, cours. 14h et 18h, travail au support IT. 18h et 22h, études à la bibliothèque. 22h et 1h, travail au Carrefour City. 1h30, dormir. Je n'étais pas une personne. J'étais un emploi du temps. Une machine alimentée au café bon marché et à la peur. J'étais dans mon cours d'analyse forensique avancée. C'était le cours le plus difficile. Le professeur était le docteur Valois. Il était brillant, sévère, et il ne tolérait pas la stupidité. J'adorais son cours.
C'était le seul moment de ma journée où mon cerveau se sentait vivant. Un après-midi, j'étais censée étudier pour son examen de mi-semestre. Je n'avais pas dormi depuis 2 jours. J'ai posé ma tête sur le livre ouvert. Juste 1 minute. Je me suis réveillée en sursaut. Monsieur H? Le professeur Valois était debout devant moi. J'étais mort de honte. Je suis désolé, monsieur. J'étais juste. Il m'a regardé. Ses yeux n'étaient pas en colère. Ils étaient analytiques. Il a regardé mes notes, qui étaient parfaites. Puis il m'a regardé. Vous avez l'air d'un fantôme, Bastien, dit-il. Je suis juste fatigué, monsieur. Vous êtes le meilleur étudiant que j'ai eu en 10 ans, dit-il. Mais vous dormez sur vos livres. Je vous vois tous les matins. J'arrive à 7 heures. Je vous vois en train de nettoyer les labos. C'est votre 3e emploi, n'est-ce pas? J'ai juste hoché la tête. Vous avez du cran, dit-il. Mais le cran seul vous tuera. Vous vous consumez. Je n'ai pas le choix, monsieur. Il m'a fixé. J'ai besoin d'un assistant de recherche, dit-il. Je travaille sur un papier concernant la sécurité informatique pour la police locale. C'est 15 heures par semaine. Ça paie moins que vos 2 autres emplois réunis. Mais c'est dans votre domaine. Je le prends, ai-je dit, sans hésiter. Je le pensais, dit-il. Maintenant, écoutez-moi. Quittez le nettoyage. Quittez le supermarché. Prenez ce poste, et gardez le support IT. Et concentrez-vous. Arrêtez d'essayer de nettoyer le monde, Bastien. Commencez à le changer. C'était la première fois que quelqu'un pariait sur moi. J'ai démissionné de mes 2 autres emplois. Je n'avais plus que le poste d'assistant de Valois et le support IT. J'étais plus pauvre, mais je dormais. 6 heures par nuit. C'était le luxe absolu. Travailler pour Valois était incroyable. Il me traitait comme un collègue. Il demandait mon avis. Il valorisait mon travail. J'ai appris plus avec lui en 6 mois qu'en 2 ans d'université. Un jour, il m'a appelé dans son bureau. Un courriel est arrivé sur mon bureau, dit-il sans lever les yeux de son écran. C'est pour le Fonds Marianne. Une bourse nationale. C'est pour les étudiants avec des résultats exceptionnels et des difficultés financières personnelles, spécifiquement pour ceux qui financent leurs études sans soutien familial. Il a levé les yeux vers moi. Je n'ai jamais nommé personne auparavant, dit-il. Je pense que vous devriez postuler, Bastien. Je pense que vous pourriez le gagner. La partie la plus difficile était l'essai. La consigne était simple, décrivez les défis personnels ou financiers que vous avez surmontés pour poursuivre vos études. Je devais tout écrire. Je ne l'ai pas écrit avec colère. Je l'ai écrit avec des faits. Froidement. Comme un rapport de données. Ma sœur jumelle et moi fréquentons la même université. Mes parents paient l'intégralité de ses frais de scolarité, de son logement et de ses dépenses. Il ne paie rien pour moi. J'ai travaillé jusqu'à 3 emplois pour payer les miens. Quand j'ai demandé un prêt de 1 500 € pour éviter l'expulsion, on m'a répondu que ma sœur le méritait, et que moi non. J'ai écrit l'appel téléphonique. J'ai écrit l'histoire du vélo repeint. J'ai écrit sur le nettoyage du laboratoire à 5 heures du matin. J'ai mis toute ma vie silencieuse et douloureuse sur 2 pages. Je l'ai donné à Valois. Il l'a lu en silence. Il a juste hoché la tête. Cela fera l'affaire. 3 mois plus tard, un email est arrivé. Objet, décision du Fonds Marianne. Mon cœur s'est arrêté. J'ai cliqué. Cher Monsieur H, félicitations. Le conseil vous a sélectionné. Vous recevrez une bourse complète pour le reste de vos études, le remboursement de vos prêts étudiants existants, et une allocation de vie de 800 € par mois. Le combat était terminé. J'avais gagné. J'ai posé ma tête sur mon bureau et j'ai pleuré de soulagement. Quand Coralie l'a appris, elle était furieuse. Elle ne comprenait pas comment j'avais pu avoir autant d'argent d'un coup. Elle l'a dit à mes parents. Mon père m'a appelé. Pas pour me féliciter. Bastien, dit-il, Coralie nous a dit que tu avais reçu une sorte de bonus.
Écoute, les choses sont un peu justes en ce moment avec sa voiture. Puisque tu as de l'argent maintenant, tu devrais peut-être nous aider un peu. On s'occupe de Coralie, tu sais. Élever des enfants, ça coûte cher. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Je ne pense pas, non. J'ai raccroché. Leur audace était sans limite. Mais la mienne aussi. Ma dernière année a été une vie différente. Je n'étais plus Bastien le fantôme. J'étais Bastien le chercheur. J'ai quitté mon emploi au support IT. J'avais l'allocation de 800 € et mon poste d'assistant de recherche. Pour la première fois, je n'étais qu'un étudiant. J'avais le temps d'étudier. J'avais le temps de dormir. J'ai rejoint le club de sécurité informatique et j'en suis devenu le président. J'étais en bonne voie pour être le major de promotion. Un 19/20 de moyenne générale. Pendant ce temps, Coralie stressait pour obtenir son diplôme avec une moyenne de 12. 2 semaines avant la cérémonie, j'ai reçu une invitation officielle. Le bureau du doyen organisait une cérémonie spéciale de remise des prix juste avant la remise des diplômes principaux. C'était pour les grands donateurs, le corps professoral et les récipiendaires des prix majeurs. Le fonds Marianne était un présentateur principal. C'était le moment. C'était la fin de l'histoire. J'ai appelé la maison. Maman a répondu, joyeuse comme toujours. Bastien. Nous sommes si excités pour la remise des diplômes. On a déjà réservé l'hôtel. Et devine quoi? On emmène Coralie à Rome pour fêter ça. Un mois entier. Elle l'a tellement mérité, elle a travaillé si dur. J'ai souri. Les mots ne me faisaient même plus mal. C'est génial, maman. Écoute, la cérémonie principale est à 14 heures. Mais il y a un petit événement avant. Une pré-cérémonie à 10 heures dans le grand auditorium. Vous devriez venir à ça aussi. Oh. Qu'est-ce que c'est, chérie? Juste une petite remise de prix du département, ai-je menti. Enfin, ce n'était pas tout à fait un mensonge. Il donne quelques prix. Ce sera peut-être ennuyeux, mais je dois y être. Oh, eh bien, si tu dois y être, nous y serons. Premier rang, dit-elle. Je veux une bonne photo de toi et Coralie dans vos toges. Parfait, maman. Je vous vois là-bas. J'ai raccroché. Le piège était tendu. Les acteurs étaient en place. Et j'étais le metteur en scène. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Ils pensaient venir pour leur fille, la star. Ils allaient assister à la chute publique de leurs propres mensonges. Le jour J. Un matin de mai, lumineux et chaud. J'ai enfilé ma toge noire. J'ai mis l'écharpe rouge et or du major de promotion. J'ai regardé mon reflet. Calme. Je suis allé à l'auditorium. Je les ai vus. Premier rang, comme promis. Ma mère, Monique, portait une robe chic et des perles. Mon père, Gérard, son meilleur costume bleu marine. Coralie prenait des selfies dans sa toge, l'air excité. Elle m'a fait signe. Bastien. Par ici. On t'a gardé une place. Je ne peux pas, ai-je répondu en montrant la section réservée aux lauréats, juste devant la scène. Je dois m'asseoir devant. Oh, la section d'honneur, a chuchoté ma mère, assez fort pour que tout le monde l'entende. Regarde, Gérard, il est au premier rang. Ils avaient l'air si fiers. Comme s'ils y étaient pour quelque chose. Comme si j'étais leur produit. Je me suis assis. Le professeur Valois était sur scène. Il a croisé mon regard et m'a fait un petit signe de tête respectueux. Les lumières se sont tamisées. Le doyen de la faculté, le docteur Prévost, est monté au pupitre. Bonjour, dit-il. Nous sommes ici pour célébrer l'excellence. Nous avons beaucoup d'étudiants brillants, mais aujourd'hui, nous honorons ceux qui sont vraiment exceptionnels. Mes parents applaudissaient poliment. Notre première présentation, dit le doyen, est l'un des plus grands honneurs de notre université. Le Fonds national Marianne est l'une des bourses les plus prestigieuses et généreuses du pays. J'ai vu ma mère chuchoter à mon père. Elle avait l'air impressionnée. Le doyen a poursuivi, cette bourse ne reconnaît pas seulement une moyenne générale élevée.
Elle reconnaît la résilience. Elle reconnaît l'indépendance. Elle est décernée aux étudiants qui ont atteint l'excellence tout en faisant face à de profonds défis personnels et financiers. Je ne regardais pas le doyen. Je regardais ma famille. Le sourire de ma mère est devenu un peu plus petit. Elle applaudissait toujours, mais plus lentement. Le lauréat de cette année, dit le doyen, sa voix devenant sérieuse, est un véritable exemple de cet esprit. Cet étudiant est arrivé à notre université avec un dossier académique parfait, et il a maintenu ce dossier parfait, obtenant aujourd'hui son diplôme avec une moyenne de 19/20. Mon père a regardé ma mère. Son sourire avait disparu. Il avait l'air confus. Il a fait cela, dit le doyen, et sa voix résonna dans le silence, tout en occupant plusieurs emplois pour financer l'intégralité de ses études. Il a fait cela sans aucun soutien financier de sa famille. Ça y est. Le petit hoquet aigu de ma mère fut presque inaudible, mais je l'entendis. La couleur a quitté son visage. Ses mains, qui étaient levées pour applaudir, se sont juste figées dans l'air. Elle est devenue livide. La bouche de mon père s'est ouverte. Il avait l'air d'avoir été giflé. Il me regardait, puis le doyen, puis moi. Coralie. Elle avait son téléphone en l'air, mais il tremblait. Sa main tremblait. Elle l'a abaissé. Son visage joyeux n'était qu'un masque de confusion et de honte. Cet étudiant a fait preuve d'un cran et d'un caractère que nous voyons rarement, dit le doyen. C'est mon grand honneur de demander à notre major de promotion, Bastien H., de monter sur scène. Les applaudissements ont été un coup de tonnerre. Tout le corps professoral, tous mes professeurs, se sont levés. Je me suis levé. Je suis monté sur les marches. J'ai serré la main du doyen. Il m'a donné la grande plaque encadrée. Je me suis tourné. Je me tenais sur scène, tenant mon prix. J'ai regardé directement le premier rang. J'ai regardé le visage horrifié et pâle de ma mère. Les yeux vides et choqués de mon père. Le visage décomposé de Coralie. Ils étaient exposés. Devant tout le monde. L'histoire qu'il racontait à tous, nous avons deux merveilleux enfants à l'université, était un mensonge. Le doyen venait de dire au monde entier la vérité. Leur monde venait de s'effondrer. Après la cérémonie principale, la foule s'est déversée sur la pelouse. Les gens s'embrassaient, pleuraient, prenaient des photos. Je parlais avec le professeur Valois et une femme en tailleur strict. Bastien, dit-elle, je suis Sarah, du cabinet de cybersécurité, Prêt-Orient, à la Défense. Nous sommes très impressionnés. C'est alors qu'ils sont arrivés. Ma famille. Ma mère, Monique, est arrivée la première. Elle a forcé un sourire éclatant. Bastien, chérie, félicitations. Elle m'a attrapé le bras, une étreinte rigide. Nous n'avions aucune idée. Une bourse nationale. C'est merveilleux. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Elle essayait de réécrire l'histoire. Là, maintenant. Je vous ai dit qu'il y avait un événement, maman, ai-je dit calmement. Oui, mais, tout ce que le doyen a dit. Elle bafouilla. Sans soutien familial, c'était tellement, exagéré. C'est faux. Nous t'avons toujours soutenu moralement. Mon père, Thomas, s'est avancé. Il avait l'air brisé. Honteux. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Bastien, nous pensions juste que tu étais fort. Tu es l'homme de la famille. Nous ne voulions pas te freiner. Me freiner, ai-je demandé. En m'aidant? En payant mes études comme vous l'avez fait pour Coralie? Ce n'est pas pareil, dit-il. Coralie, elle avait plus besoin de nous. Et pas moi, ai-je demandé. Il n'avait aucune réponse. Puis Coralie a parlé, sa voix à murmure. Je ne savais pas que c'était si dur, Bastien. Je pensais que tu étais juste, bizarre avec l'argent. Tu n'as jamais demandé, ai-je dit. Ce n'était pas une accusation. C'était un fait. Je les ai regardés. Ma mère, en colère et exposée. Mon père, brisé et honteux. Ma sœur, pleurant sa propre ignorance. La colère que j'avais portée pendant 20 ans, elle avait disparu. J'étais juste vide. J'étais libre.
Je dois y aller, ai-je dit. La femme de Prétorien attendait. Bastien, attends, dit ma mère. J'ai fait un pas en arrière. Je dois y aller. Je me suis retournée. Je les ai laissés là. J'ai rejoint la femme qui me tendait une carte de visite. La prime de signature est de 15 000 €, dit-elle. Bienvenue dans l'équipe. Plus tard dans la soirée, je faisais mes cartons dans ma chambre de 9 mètres carrés. Mon téléphone a vibré. Message de maman, nous sommes au restaurant Le Grill Comtois. Tu viens? On veut fêter ça. Message de papa, nous sommes fiers de toi. On peut parler? Fêter? Fier? Ils pensaient encore que leur approbation était une récompense. J'ai tapé une seule réponse. Je l'ai envoyée aux deux, je suis occupée. J'ai éteint le téléphone. J'ai pris la lettre officielle du fonds Marianne. Celle qui détaillait la bourse et sa raison, Excellence, sans soutien familial. Je l'ai mise dans une enveloppe. Je l'ai postée à leur adresse à Dole. Sans note. Sans lettre. Juste les faits. Ma première nuit dans mon nouvel appartement à Paris, je me tenais sur le balcon. Je regardais les lumières de la Défense. Les mots de ma mère résonnaient, elle le méritait. Toi non. J'ai souri. Peut-être que tu avais raison, ai-je pensé. Je ne méritais pas ça. Je méritais mieux. Je méritais ceci. Mon histoire parle de trouver sa propre valeur quand personne d'autre ne la voit. Avez-vous déjà dû vous battre seul pour quelque chose que d'autres recevaient sans effort? Avez-vous déjà été le « fort » de la famille, celui qu'on laisse se débrouiller? Partagez vos histoires et vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Merci de m'avoir écouté.